Départ ce matin du deuxième convoi humanitaire pour les 3 régions du nord du pays, conduite par le Haut Conseil islamique. La caravane apporte 680 tonnes de vivres et de médicaments pour les populations de Kidal, Tombouctou, Gao et du cercle de Douanza. Vous aurez bientôt du ciment made in Mali sur le marché. La société Diamond Cement Mali SA est déjà prête pour la commercialisation de son produit. Elle aura une capacité de production d'1 million de tonnes de ciment par an. Sport, football, demain les Aigles jouent contre l'Algérie au stade du Katou de Ouagadougou. C'est dans le cadre des éliminatoires du Mondial 2014 au Brésil. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette édition. L'Algérie vient une fois de plus au secours de nos populations déplacées du nord malien. Ce pays ami a offert 45 tonnes de produits alimentaires, pharmaceutiques et divers autres articles. Le don a été réceptionné ce matin à l'aéroport international de Bamako-Sénou par le ministre de l'Action humanitaire, de la solidarité et des personnes âgées. Le reportage de Daouda Sidiki Diarra. Pour la deuxième fois, le gouvernement algérien vient de soulager les souffrances des populations déplacées du nord de notre pays. Ce sont 45 tonnes de vivres composées de riz, de lait, d'huile, de thé et de légumes secs. À ceci s'ajoutent des produits pharmaceutiques et des couvertures qui ont été réceptionnés par les ministres de l'Action humanitaire, de la solidarité et des personnes âgées. C'est toujours des moments d'émotion quand on reçoit ces dons qui viennent de pays amis, et qui nous permettent nous aussi de répondre aux attentes de nos populations. Après cette cérémonie, je dois aller encore présider nos cérémonies qui va consister à l'envoi déjà de 600 tonnes de denrées alimentaires issues en grande partie du premier don qui a été fait par l'Algérie à l'endroit des populations du Nord. Donc je voudrais saisir également cette occasion pour assurer le gouvernement algérien et le peuple algérien que ces dons qui nous sont faits, nous ferons tout ce que nous pouvons pour qu'ils soient acheminés dans le meilleur délai vers les populations qui sont dans des attentes et qui ont des besoins assez importants. Cette action s'inscrit dans le cadre des relations de bon voisinage, d'amitié et de solidarité entre les deux peuples. Elle intervient pour aider le Mali à surmonter les difficultés de la crise actuelle et confirme de nouveau, si besoin, que l'Algérie est constamment à l'écoute des préoccupations et écoute et attentes du peuple frère du Mali en de telles circonstances. Ce geste, sans nul doute, contribuera à renforcer davantage les liens de fraternité et de coopération entre les deux pays. Et nous restons dans le domaine humanitaire toujours. Le deuxième convoi humanitaire pour les régions nord du Mali est depuis ce matin en route sous la direction du Haut Conseil islamique. Il apporte 680 tonnes de vivres aux populations des régions de Tombouctou, Gao, Kidal et du cercle de Douanza en 5e région. Ce voyage s'inscrit dans le cadre du corridor humanitaire initié par les autorités maliennes pour porter assistance aux populations du septentrion malien sous occupation des groupes armés Agali et Agagissa. 680 tonnes, c'est la quantité de vivres composés de céréales, de légumineuses et d'huile transportées par cette deuxième caravane humanitaire à destination des 3 régions du nord du Mali et le cercle de Douanza en 5e région, occupée par des bandits armés. La région de Tombouctou va bénéficier de 190 tonnes de vivres et 1200 litres de carburant pour la centrale thermique. Celle de Gao aura 300 tonnes de vivres, 115 tonnes de vivres pour la région de Kidal et le cercle de Douanza et les communes de Hambouri et Goussi se répartiront 75 tonnes de vivres. Pour une meilleure utilisation des produits pharmaceutiques, un groupe de médecins effectue le voyage dans le but d'apporter des soins à certains malades et cela pour une durée de 3 jours. Le convoi est conduit par le Haut Conseil islamique qui compte sur l'accompagnement de tous pour une sortie de crise. Aujourd'hui, il est temps qu'on se donne la main pour construire, pour consolider, pour aller de l'avant. Ça, c'est le devoir de tout un chacun. Les rumeurs, on les gère. Ça fait partie aussi du quotidien, mais en réalité, ça ne nous empêche pas d'avancer avec certitude. Ce voyage a été possible grâce à l'appui du gouvernement malien qui entend pleinement jouer son rôle jusqu'à la reconquête des régions du nord du Mali. Tous ensemble, nous essayons d'évaluer ce que nous avons et nous apportons chacun ce que nous pouvons donner pour qu'on puisse faire
un gros lot pour que ça puisse partir. Comme ils vous l'ont dit, la première fois, on avait à peu près 200 tonnes. Cette fois-ci, on est à 700 tonnes. La prochaine fois, nous espérons que nous allons dépasser les 1000 tonnes. 14 semi-remorques chargées de vivres et 3 bus composent cette deuxième caravane qui va sans nul doute rassurer les populations des régions du septentrion de notre pays de l'assistance du gouvernement, des associations et d'autres personnes de bonne volonté. Voilà donc le deuxième convoi humanitaire pour les régions du nord du pays qui est depuis ce matin en route. Le ministre du Commerce, des Mines et de l'Industrie a lancé hier à Diogar la production de ciment de la société Diamond Cement Mali SA avec un capital de 22 milliards de francs CFA repartis entre les secteurs publics et privés du Mali et les promoteurs indiens. Diamond Cement Mali SA est une filiale de West African Cement SA basée au Togo. Chaque année, les deux unités, celle de Diogar et celle de Astro Village de Gongonteri, vont produire 1 million de tonnes de ciment. Le récit de Mahamadou Doumbia. Après ce premier clic donné par le ministre du Commerce, des Mines et de l'Industrie, voici les premiers sacs de ciment Made in Mali. Les deux unités de broyage, situées respectivement à Diogar, à une trentaine de kilomètres de Kati, et à Astro, village de Gongonteri, cercle de Bafouabé, ont au total une capacité de production d'1 million de tonnes de ciment par an. La première usine de ciment datait des années 60. Et pratiquement depuis le début des années 70, l'usine a battu de l'aile. Quand nous avons vu certains investisseurs détaler au premier coup de semences liées à la situation, et que par contre nous voyons d'autres qui sont en train de renforcer leur position au Mali, vraiment nous avons de quoi être confiants en l'avenir. Ce projet exécuté par la société Diamond est une cimenterie intégrée avec clinkérisation et broyage de ciment, dispose d'un capital social de 22 milliards de francs CFA répartis entre le gouvernement du Mali, les secteurs publics et privés du Mali et les promoteurs indiens. Il salue la forte collaboration du ministre à travailler dans le même sens et il tient travailler en collaboration avec le Mali et que c'est la première fois qu'ils sont là et avec le temps, beaucoup de choses vont se réaliser. En attendant incessamment l'inauguration officielle, les deux unités de production de ciment sont maintenant prêtes pour la production commerciale. La tonne de ciment était prévue pour être vendue à 80 000 francs la tonne. Ça, c'est dans le schéma initial. Maintenant, compte tenu des contraintes techniques, le gouvernement va discuter très rapidement et conclure avec Diamond Cement pour arrêter un prix commercial qui soit de toute façon plus intéressant que le prix du ciment importé à l'heure actuelle. Diamond Cement Mali SA est une filiale de West African Cement basée au Togo. Elle est présente aussi dans divers États africains tels le Ghana, le Burkina Faso, l'Éthiopie, le Niger, la Guinée et Madagascar. Le gouvernement de transition vient de réussir le redémarrage des travaux des grands aménagements en zone office du Niger, interrompus depuis les événements du 22 mars. Il s'agit d'aménagements qui couvrent 10 000 hectares financés par l'UEMOA et l'Union européenne à travers l'Allemagne et le Fonds européen de développement FED. De Ségou, le reportage de Dougoufana Traoré. Ce que j'ai vu me rassure. Je félicite les entreprises pour cela et je leur promets que le gouvernement ne ménagera aucun effort pour maintenir la quiétude dans la zone. Ces mots du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche résument quelque peu cette visite de Moussa Léo Sidibé en zone office du Niger. En effet, les travaux de ces grands aménagements qui redémarrent à l'office du Niger avaient été arrêtés suite aux événements de mars 2012. Il s'agit du projet de l'UEMOA dans la zone de Touraba à Djabali, des travaux du projet de la KfW financé par l'Allemagne dans la zone de Deboukou et le projet de 2500 hectares à Béouane financé par le Fonds européen de développement FED. Aujourd'hui, l'espoir renaît avec un coup de chapeau pour les entreprises nationales qui ont travaillé malgré tout. À l'issue des événements de mars 2012, et les bailleurs de fonds qui les financent avaient arrêté leur coopération avec le Mali. Le gouvernement de transition a négocié avec ces bailleurs de fonds et nous avons obtenu le redémarrage des travaux. Leur reprise constitue un événement majeur. Il convient ici de souligner que la plupart des chantiers qui ont repris
sont exécutés par des entreprises nationales ou des groupements d'entreprises nationales. Je crois que là, nous pouvons peut-être capitaliser cette expérience en cas de conflit, pourquoi ne pas peut-être s'orienter vers un tel scénario pour éviter des arrêts prolongés à nos programmes qui contrarient d'une manière générale le développement de notre pays. Autre temps fort de cette visite, c'était le coup d'envoi symbolique du battage des riz de contre-saison dans le village de N8 sur la parcelle de Lamine Niansissouma. Là aussi, l'initiative de la Direction générale de l'Office du Niger d'augmenter les superficies de contre-saison des riz a été fortement saluée tant elle vient à point nommé. La contre-saison arrive à terme et l'Office du Niger cette année a réalisé plus de 20 000 hectares de contre-saison, ce qui est une avant-première en riz. Et ces 20 000 hectares vont produire 120 000 tonnes de paddy pour à peu près 66 000 tonnes de riz cargo. À noter que le drain collecteur de 45 km dans les zones de Ndeboukou prévoit des abreuvoirs pour le bétail. Retour ici à Bamako où les travaux de la 3e réunion de suivi du dialogue islamo-chrétien se sont déroulés aujourd'hui au CICB. La rencontre a abordé des sujets relatifs au dialogue et à la paix ainsi qu'aux solutions de sortie de la crise que vit notre pays. Le reportage de Boubacar Sissoko. Cette réunion de suivi du dialogue islamo-chrétien est une initiative de l'Association malienne pour la paix. L'objectif recherché est l'instauration d'un climat de dialogue, de tolérance et de paix entre les différentes confessions religieuses du Mali. À cet effet, l'AMPS œuvre en cela depuis 2008. C'est dans l'apaisement que l'islam progresse et non dans la violence. La tolérance religieuse est un atout fondamental pour la prévention et le maintien de la paix. La rencontre d'aujourd'hui a planché sur 4 thèmes. Elle traite des questions relatives à l'importance du dialogue et la paix. Il s'agit également de réfléchir sur les stratégies pour une sortie de crise dans le nord du Mali. Une sortie de crise qui ne saurait être possible sans une cohabitation pacifique et une tolérance religieuse. La Bible dit « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Dans ce sens, ma reconnaissance va également vers tous ceux qui ont donné des ressources humaines et financières permettant d'organiser ces rencontres périodiques. Je peux rappeler ce que Monseigneur Luc Sangaré a dit en premier lieu. Il a dit « Assalamu alaikum ». C'était en arabe. Ça veut dire en français « La paix soit avec vous ». En bambara « Here kake aufe ». Dans ce sens, cela concerne tout le monde et plus particulièrement aujourd'hui. La paix dans notre pays, c'est le problème de tout le monde. Le royaume du Danemark, parrain de l'initiative, invite les acteurs de ce dialogue entre musulmans et chrétiens à la persévérance. Le dialogue interreligieux devra être réalisé dans un respect de liberté, d'ouverture, d'écoute afin d'apprendre à se connaître, à apprécier à la fois nos différences et les valeurs communes qui nous lient les uns aux autres. Cette dynamique du dialogue entre musulmans et chrétiens au Mali doit amener les deux communautés à construire la paix dans un Mali uni et prospère. Actualité hors de chez nous, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, 7 casques bleus nigérians ont été tués. Ils faisaient partie d'une patrouille en mission dans cette partie du pays. C'est la première fois que l'ONUCI est prise pour cible depuis son déploiement en 2004. Le ministre ivoirien de la Défense promet une opération conjointe dans les jours prochains. C'est à la une de tous les journaux parus ce samedi à Abidjan. La mort de 7 casques bleus nigériens tués dans une embuscade près de la frontière libérienne suscite émoi et révolte en Côte d'Ivoire, et notamment au quartier général de l'ONUCI. Nous avons eu 7 morts du côté des casques bleus, il y a plusieurs morts du côté de l'armée ivoirienne, et c'est une embuscade d'une patrouille des Nations Unies qui était en mission de protection de population. C'est extrêmement grave. C'est la première fois depuis son déploiement il y a 8 ans que l'ONUCI, l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire, est prise pour cible. Le secrétaire général de l'ONU adresse ses condoléances aux familles des soldats tués et au Niger, leur pays. J'exprime mes profondes condoléances au gouvernement du Niger pour cette tragédie.
J'exhorte le gouvernement de Côte d'Ivoire à faire tout son possible pour identifier les auteurs de l'attaque et prendre toutes les mesures afin qu'ils répondent de leurs actes. Ban Ki-moon se dit aussi préoccupé par l'insécurité qui règne dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Cette région où le président Ouattara est allé récemment pour rassurer la population est considérée comme la plus instable du pays. Depuis près d'un an, elle fait l'objet d'attaques de groupes armés venus du Libéria voisin. Des attaques qui auraient fait déjà au total 50 morts. Au Rwanda, un journaliste a été emprisonné pour un lapsus sur le génocide. Journaliste pour une radio communautaire, il est écroué depuis le 24 avril et attend d'être jugé. Les autorités rwandaises lui reprochent d'avoir tenu des propos minimisant le génocide de 1994. En détention depuis le 24 avril, le journaliste rwandais Habarugira Epaphrodites attend toujours la date de son jugement. Il est soupçonné d'avoir tenu à l'antenne des propos minimisant le génocide de 1994. Les médias rwandais sont sous haute surveillance. Chaque mot prononcé fait l'objet d'une grande attention de la part du Haut Conseil des médias. Comme vous le savez, la loi rwandaise punit toute personne qui niera publiquement le génocide qui a été commis. Que ce soit par écrit, oralement ou dans des images ou par quelque moyen que ce soit. Difficile d'exprimer publiquement son désaccord contre cette loi qui vise à réconcilier le pays. Les rares voix qui s'élèvent, en particulier dans les médias, le sont toujours avec une grande précaution. Le mettre en détention directement, ça a été un peu précipité. Il est vrai toutefois que le sujet qu'il traitait est assez pertinent du fait que c'est un sujet qui affecte beaucoup de gens. Les textes sont pourtant vagues et parfois utilisés pour poursuivre les opposants politiques, alors accusés de divisionnisme. Un terme flou mais passible de 20 ans de prison. Début avril, 2 journalistes rwandaises ont été condamnés pour des articles jugés trop critiques à l'égard du président Paul Kagame. L'ONG Reporters sans frontières estime que la loi est largement instrumentalisée par le pouvoir en place. Si vous osez rendre compte de l'opinion de quelqu'un qui met en cause la version officielle, si vous osez poser tout simplement des questions ou critiquer les autorités, on vous taxe immédiatement de négationniste. Le Rwanda compte parmi les plus mal classés en matière de liberté de la presse. C'est aujourd'hui une page difficile de son histoire que le pays doit tourner. Actualité nationale, les ressortissants du cercle de Diré à Bamako volent au secours des compatriotes du nord du pays. Ils leur ont offert ce matin des denrées alimentaires et des produits pharmaceutiques, coût global du don, près de 5 millions de francs CFA. Le compte-rendu de Timogo Konati. Aucun geste n'est de trop dans l'appui aux populations des régions du Nord. Voilà qui justifie cette mobilisation des ressortissants du cercle de Diré à Bamako à la multiplication des actions humanitaires à l'endroit des compatriotes déplacés de ces régions et ceux résidents. Ces dons, composés des denrées alimentaires et des produits pharmaceutiques, est destiné à la population des 13 communes du cercle de Diré. Coût global, près de 5 millions de francs CFA. Il s'agit d'accompagner non seulement les populations concernées, mais aussi les autorités sanitaires dans la prise en charge de certaines pathologies dont la prolifération est sous-tendue par la période hivernale. À la faveur des événements, les centres de santé sont vides. Là où les structures continuent à fonctionner, nous avons jugé bon de venir en aide en fournissant gratuitement des médicaments aux populations restées sur place. Cette remise des dons s'inscrit dans la dynamique du processus enclenché par le COREN, le collectif des ressortissants du Nord. Cette cérémonie qui nous rassemble, malgré son apparence modeste, revêt une profonde signification et une importance singulière en ce que la nature de l'appui s'inscrit dans le cadre du long terme dépassant la crise elle-même. L'occasion a été mise à profit pour appeler tous et chacun à y mettre du sien pour sortir le pays de l'impasse. L'artiste Moussangare a fait don hier de 10 sacs de riz aux veuves des militaires. La remise s'est déroulée à la résidence Ouassolo à Kalabankura. Ce don vient en prélude à la soirée gala qui est organisée ce soir même par l'association Forum Libre en faveur de veuves, orphelins et déplacés de guerre.
ont pris part à la cérémonie de remise, outre quelques veuves, les représentants du Forum Libre, les parents et frères d'âmes des victimes. Les déplacés des régions du nord du Mali à Sikasso ont reçu hier un important lot de vivres. Ces vivres et autres matériels proviennent de la Croix-Rouge malienne et de plusieurs associations socio-professionnelles et confessionnelles de la 3e région. La cérémonie de remise était présidée par le gouverneur Ibrahima Fifekone, président de la commission régionale de réception des aides en faveur des personnes déplacées du nord de notre pays. Le compte-rendu depuis Sikasso de Sidi Djourti. Ils sont officiellement 43 familles déplacées du nord à Sikasso à bénéficier des dons du CICR à travers la Croix-Rouge malienne. Ces dons sont en nature constitués de vivres et autres ingrédients, à savoir 8 tonnes de mil, 4 tonnes de haricots, 2000 tonnes d'huile et 7 sacs de sel. La présente cérémonie, deuxième du genre, est organisée par la commission régionale de réception des aides en faveur des personnes déplacées du nord avec la participation effective des membres du collectif des ressortissants du nord au Corène. Quand ce problème a commencé, j'avais 2 soucis. Le premier souci était comment de les aider. Le second est quand est-ce que ça va finir. Dieu merci, le premier est résolu en moitié. Le second, je demande à Dieu de nous aider. Le gouverneur de la région de Sikasso a mis à profit cette opportunité pour mettre en exergue les efforts déployés par la commission régionale de réception des aides en faveur des personnes déplacées du nord. Ce sont le recensement des populations déplacées du Nord sur toute l'étendue de la 3e région et la gestion des moyens mis à leur disposition, entre autres, dans le cadre de la solidarité agissante. La somme d'argent reçue s'élève à 3 22 870 francs CFA, sur lesquels 1 617 500 ont été prélevés au profit des écoles et instituts de formation de Bougouni, Koutiala et de Sikasso. Bougouni et Koutiala, 2 sacs de la région de Sikasso, ont déjà bénéficié des aides humanitaires émanant du CICR en direction des populations déplacées à travers la Croix-Rouge malienne à Sikasso. 1991-2012, il y a de cela 21 ans que disparaissait le célèbre écrivain malien Amadou Hampâté-Bâ. Pour commémorer la date de sa disparition, le Centre des Amis de Amadou Hampâté-Bâ a animé ce matin au Palais de la Culture de Bamako une conférence débat. Elle portait sur le thème paix et sécurité. Pour plus de précisions, nous vous proposons d'écouter le président du Centre des Amis de Amadou Hampâté-Bâ et Culture, Babi Abdoulaye Mohamed. Il est interrogé par notre reporter Abdrahman Mega. À travers ce thème, nous comptons réunir tous les jeunes du Mali, les jeunes de l'intérieur comme les jeunes de la diaspora, afin qu'on se réunisse tous pour se donner la main, afin d'être très forts pour apporter des propositions de sortie de crise. Amadou Hampâté-Bâ, c'est vrai, c'était un homme culturel, mais c'était également un grand homme de dialogue, de paix. Parce que, comme on le sait tous, Amadou Hampâté-Bâ, il a été jusqu'en Palestine pour mener des médiations de paix, ainsi qu'au Mali ici également à travers l'organisation de la rencontre de Hamdallah qui se tient depuis 1977. Donc à travers ce thème, c'est pour rendre un vibrant hommage à Amadou Hampâté-Bâ, mais aussi de réunir les jeunes autour de ce grand homme. Nous organisons ces journées depuis plus de 10 ans. Les retombées quand même sont très très énormes. Nous avons aujourd'hui pas mal de cellules à travers le pays. Et également, nous avons pu vraiment véhiculer le message auprès des jeunes. Ça permet à beaucoup de jeunes de se ressourcer. Aujourd'hui, grâce à notre action, beaucoup de jeunes commencent à connaître l'homme à travers nos excursions, à travers nos conférences de débat et à travers nos voyages. Nous restons dans le domaine culturel avec la maison d'édition La Sahélienne qui vient d'abriter le lancement d'ouvrages intitulés Sanglots de joie et les larmes de la tombe. Les recueils de poèmes sont l'œuvre de 2 jeunes Maliens. Dans leur écrit, ils évoquent l'impunité, la corruption, l'injustice, entre autres sujets. Le compte-rendu de Tamsir Diabaté. 2 jeunes auteurs viennent de signer leur entrée dans la bibliographie malienne. Il s'agit de Aïcha Diarra, étudiante, et Mohamed Ammadi Koulibaly, enseignant. Ces recueils de poèmes intitulés Les larmes de la tombe et Sanglots de joie sont une forme de conscience sociale qui prennent leur source dans la réalité. Parmi ces réalités, l'on note l'impunité, la corruption, l'injustice en passant par la prise de conscience de la jeunesse malienne. Ce que j'aimerais dire à tous les dirigeants du Mali
et particulièrement à tous les dirigeants du monde, c'est d'arrêter cette corruption-là qui est en train de miner la société. Il y a des gens qui en souffrent. Le but même de la littérature, ça doit être d'aider les gens, de parler à la place des pauvres. C'est ce que nous devons tous faire, écrire pour les gens, écrire pour libérer la société. Ma source d'inspiration, d'abord, c'est ma situation que je vis à longueur de journée en tant que jeune Africain, jeune Malien surtout. Auteurs et éditeurs étaient face au public pour expliciter la quintessence de ces ouvrages. Ces recueils de poèmes sont le fruit de longues années de réflexion avec le concours de la maison d'édition La Sahélienne. Nous avons fait tout le travail de pré-presse. En édition, le pré-presse coûte cher, c'est-à-dire relire, corriger, faire la mise en page, créer la couverture. Nous avons une équipe très structurée qui sait faire ça. Et il restait maintenant à faire l'étape de l'imprimerie. Donc nous avons opté pour faire un tout petit tirage, parce que c'est la poésie, parce qu'il y a un risque à prendre, parce que si vous éditez la poésie, il n'est pas sûr que vous ayez beaucoup de personnes pour l'acheter. Sanglots de joie et les larmes de la tombe sont les premiers livres de Aïcha Diarra et Mohamed Amadi Koulibaly qui n'entendent pas s'arrêter en si bon chemin. Sport football pour espérer se relancer dans le groupage des éliminatoires du Mondial 2014 au Brésil. Il faut une victoire des Aigles du Mali ce dimanche à Ouagadougou, au Burkina Faso, face à l'Algérie. À Kabbalah, où ils étaient internés, les Aigles préparaient la rencontre avec la plus grande sérénité. Abdul Karim Kaba. Battu en première journée 1-0 par les écuries du Bénin, une victoire contre les Fennecs d'Algérie est impérative pour les Aigles du Mali pour se lancer dans ce groupe H des éliminatoires. Les porte-drapeaux du Mali en sont conscients. C'est pourquoi ils se sont préparés en conséquence. Le faux pas de Cotonou, il y a une semaine, est à vite oublié. On n'a pas su faire ce qu'il fallait au Bénin. Voilà, on est tout de suite dans le dur. On a un match contre l'Algérie où il faudra tout de suite faire un résultat. Et voilà, on se prépare tout doucement pour être prêt dimanche et remporter la victoire. Forcément, on veut la gagner parce qu'on sait très bien que si un résultat autre qu'une victoire, ça sera déjà très difficile. On n'aura qu'un point et les autres ont pris déjà pas mal d'avance. Ce match Mali-Algérie se jouera dans la tête puisque les joueurs sont fatigués à cause de la fin de la saison. La bonne opération du Mali à la dernière CAN fait craindre les Fennecs qui sont en forme, surtout avec la victoire 4-0 face au Rwanda. Ce sont deux grosses équipes. Effectivement, ça va être, je pense que la qualification va jouer entre les deux équipes. Maintenant, les Maliens, ils ont non seulement une bonne équipe, mais également sur le plan psychologique et moral après la troisième place qui était bien méritée et bien acquise à la CAN 2012. Ça va être un adversaire redoutable. Délocalisé à Ouagadougou, Burkina Faso, ce n'est pas comme au stade du 26 mars. Cela n'enlève rien à l'engagement et à la motivation des joueurs. Ça nous fait mal parce que tout le monde aimerait jouer devant son public. Tout le monde, vous savez que dans le football africain, ça compte beaucoup. Devant le public, on n'est plus les mêmes joueurs, on se sent poussé. Maintenant, je pense que la fédération a tout fait, a tout mis à l'œuvre pour que ça soit au Mali. Maintenant, c'est pas nous qui décidons et il faut aller jouer ce match au Burkina, oublier tous ces petits soucis et se mettre en tête que voilà, c'est décidé, il faut gagner ce match, même si c'est au Burkina, on va tout mettre à l'œuvre pour gagner ce match, même si on aurait bien aimé jouer au Mali. Mali-Algérie au compte de la deuxième journée des éliminatoires, Coupe du Monde Brésil 2014, zone Afrique, c'est ce dimanche au stade de 4 août de Ouagadougou. Coup d'envoi, 19h temps universel. Une rencontre qui sera dirigée par un coacheur sud-africain. Très bonne chance à nos aigles. Cette édition s'achève. Prochain rendez-vous avec l'info sur notre chaîne. Demain 13h, une présentation de Ndeye Sissoko. Je vous quitte avec ce sentiment de fraternité à l'endroit de nos compatriotes. Soyons de cœur et d'action. Avec les nôtres des régions du Nord vivant sous occupation, nous ne vous oublions pas. Merci et bonsoir.